9 heures passées de 1 minute. Bienvenue à toutes et à tous. Je me présente, donc je m'appelle Inès Edel Garcia. Je suis journaliste, chef de rubrique au sein de la rédaction de Cadre de Ville et j'ai le plaisir ce matin d'animer donc un nouveau webinaire organisé par Cadre de Ville et l'ADEME. Un nouveau webinaire intitulé Aménagement du cadre de vie combiné pratiques sportives et transition écologique. Un webinaire qui s'inscrit dans un cycle qu'on a démarré déjà depuis plus d'un an avec l'ADEME, avec 6 webinaires à notre actif désormais, que vous pouvez d'ailleurs encore reconsulter en libre service, en libre accès gratuitement sur le site de Cadre de Ville, avec des sujets abordés très variés comme la planification bas carbone, la question des communs, l'urbanisme favorable à la santé, le rafraîchissement des villes ou encore la ville dense, durable et désirable. Alors, ce matin, nous sommes ensemble jusqu'à 10h45 pour approfondir la question du sport donc, dans la ville. Et donc, je vais vous présenter très rapidement le programme qui va nous occuper durant toute cette matinée. Donc, on aura un petit propos introductif pour commencer avec Amandine Richaud-Crambe, ingénieure environnement et urbaniste à l'ADEME, qui va nous expliquer voilà, pourquoi l'ADEME a décidé de s'intéresser à l'impact du sport sur notre environnement et sur la transition écologique. Viendront ensuite 3 retours d'expérience. Un premier retour d'expérience avec Laure Thévenot, socio-économiste à l'Institut Paris Région, l'agence d'urbanisme de la région Île-de-France. Elle va nous donner quelques pistes pour mettre en place des stratégies à la fois territoriales et urbaines capables de favoriser la pratique du sport en ville. Pour sportiviser la ville, comme elle l'expliquera, et pour montrer de quelle manière ça peut être un levier pour la transition écologique. On descendra ensuite d'un échelon pour examiner de plus près 4 parcours sport, santé et bien-être qu'a mis en place la ville de Bayonne au Pays Basque. Et c'est Françoise Broboiry, adjointe au maire à la prévention et à la santé pour tous, qui nous en parlera. Et dernier exemple, enfin, on va descendre encore d'un autre échelon. Vous voyez, on vous propose un programme un peu en entonnoir. On va s'intéresser à un équipement sportif, celui de la piscine de la Contrie à Chartres de Bretagne, donc au sud de Rennes, en Ille-et-Vilaine, où depuis une dizaine d'années à peu près, son directeur, Stéphane Châtenay, ici présent, œuvre pour réduire, avec toute son équipe, hein, bien sûr, les consommations d'eau, d'électricité, de chauffage, en quête d'une plus grande sobriété énergétique. Voilà des exemples bien inspirants. Ensuite, à 10h20, comme vous le voyez sur le programme, il y aura un temps de questions-réponses. Donc, vous pouvez tout au long de la matinée poser des questions à nos intervenants sur le chat qui est disponible sur la page de retransmission du webinaire sur cadredeville.com. Nos intervenants voilà, y répondront au fur et à mesure. Et puis ensuite, à 10h40, nous conclurons en présence de Jérémy Almosny, directeur ville et territoire durable à l'ADEME, fraîchement nommé à ce poste. Voilà, alors on ne va pas perdre plus de temps comme ça à vous présenter le programme. Je vais tout de suite passer la parole à Amandine Richaud-Crambe pour voilà, poser un petit peu la problématique de la matinée. Voilà, je vous laisse la parole, Amandine. Il faut que vous désactiviez votre son, Amandine. En plus, pardon, excusez-moi, parce qu'en plus, c'est pas comme si on n'avait pas eu les consignes de bien mettre notre son. Euh, donc, j'ai pas besoin de me représenter. Amandine Richaud-Crambe. Je pense que vous toutes et tous, vous avez une vision de ce que fait l'ADEME, mais au cas où, je vais juste quand même rappeler que l'ADEME, ou être
outre le fait d'être l'agence de la transition écologique, a aussi certaines missions qui concernent la ville durable, l'adaptation des villes, l'aménagement durable. Et donc, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et qu'on a également un partenariat avec Cadre de Ville. Et là encore, vous allez certainement vous poser des questions, mais pourquoi l'ADEME s'intéresserait au sport? Je vais essayer d'y répondre. Juste une question, Inès, est-ce que vous voyez mon PowerPoint? Non, on ne voit pas votre PowerPoint. D'accord. Excusez-moi, alors je remets le système pour afficher. En fait, je pense que je n'ai pas la main pour présenter. Alors, si vous pouvez, mais si ça ne fonctionne pas, je vais moi faire défiler votre PowerPoint puisque Oui, je je l'ai. veux bien parce que ça ne fonctionne pas. J'ai essayé de le faire et ça ne fonctionne pas. Et n'hésitez pas Très à me bien. dire voilà, de passer Oui, quand on les passera au prochain. Merci beaucoup. slides. Alors, je vais malheureusement rien vous apprendre, mais nous sommes au croisement de plusieurs crises. On est au croisement de la crise climatique, de la crise sanitaire, tout est lié, hein, la crise énergétique, donc l'inflation dont on parle beaucoup en ce moment. Et alors, comme vous voyez sur ce dessin du dessinateur de ligne, j'ai laissé la guerre en Ukraine, j'aurais pu changer et mettre un autre mot, mais on peut se dire aussi qu'on est au centre d'une crise démographique et démocratique qui engendre un petit peu d'autres problèmes. Et quand on met toutes ces crises ensemble, et ben on se retrouve sur une avalanche. J'aurais pu mettre une avalanche plutôt qu'un croisement. Comment ça se voit et comment ça s'intègre, ça se fait au niveau du sport et de l'aménagement? Je veux bien la slide suivante. Eh bien déjà, si on parle de la crise sanitaire, je ne sais pas si vous vous rappelez de ces panneaux qu'on avait pendant le confinement. Quand on voyait ces images, restez chez vous, qu'est-ce qu'on voyait? Eh bien, c'est un petit peu que des questions d'activité. On n'avait pas le droit d'aller dans des parcs, on ne pouvait pas forcément faire du vélo, pareil pour aller dans les jeux d'enfants et d'aller sur les terrains sport, même les terrains sport ouverts. C'est-à-dire que même dans l'espace public, alors comme tous les bâtiments publics et les bâtiments en général étaient fermés, on peut comprendre qu'il ne fallait pas y aller. Mais là, on a vu, en tout cas sur le premier confinement, que les activités finalement étaient les premières touchées. Ces activités physiques étaient les premières touchées. Et qu'est-ce que ça engendrait? Des problèmes de santé. On s'est rendu compte depuis 2020, donc depuis ce premier confinement, qu'on est monté jusqu'à 61% des personnes avec un mode de vie plus sédentaire. Il faut avoir en tête que ce qui est recommandé par l'OMS, c'est de faire entre 7 et 10 heures d'activité physique par semaine. Mais ça, c'est que pour ce qu'on appelle une activité modérée. Chez les adolescents, on monte jusqu'à 15 heures, enfants et adolescents. Donc, vous imaginez bien quand on est en pleine crise sanitaire et qu'on dit c'est fini, vous ne pouvez plus le faire, la sédentarité augmente et c'est vraiment un peu le mal du siècle, notamment avec le développement du télétravail. Et quand on sonde les gens sur cette crise sanitaire, on se rend compte que à cause de cette sédentarité, on se retrouve avec des conséquences physiques sur le bien-être physique, mais aussi psychologique. Il y a vraiment un stress, des stress mentaux qui se sont développés et aussi une peur de l'activité sociale. Ce qui a fait que, notamment, on s'est rendu compte quand après, alors c'est toujours la même avant, quand après on s'est retrouvé à pouvoir sortir et avoir cette heure de sortie dans un périmètre de 1 km, beaucoup de personnes se sont retrouvées avec aucun accès à de l'espace public pour faire de l'activité physique. Et c'est là où on s'est dit, finalement, en 1 km, est-ce qu'on a accès au sport? Comment on peut avoir accès à une activité physique? Donc la crise sanitaire nous a montré un premier problème potentiel d'aménagement de l'espace public pour avoir une activité physique permettant d'éviter les problèmes sanitaires et de santé. Pour la suite, merci.
Si on passe à la crise énergétique, et vous avez dû entendre ça l'année dernière, la sobriété. La sobriété, l'inflation de l'énergie, cette crise énergétique a eu pour première répercussion, outre sur celle des ménages, où on a vu la précarité énergétique exploser. Précarité énergétique, c'est à la fois le chauffage et le rafraîchissement, mais aussi la question de la mobilité, comment on fait son plein d'essence et comment on se déplace. Mais il y a aussi eu tout ce qui était bâtiment public, avec la diminution de chauffage dans les écoles, mais la fermeture de certains équipements sportifs publics. Et ce qui a été, on va dire, l'image de cette sobriété subie sur les équipements sportifs, ça a été les piscines. Les piscines, alors là, j'ai fait exprès de vous prendre l'exemple de ce qu'on appelle les piscines tournesol, les grandes piscines qui étaient faites au début des années 60 et 80, bon, je ne vais pas dire de bêtises, mais 80 et développées jusqu'à 90, qui permettaient d'avoir une piscine à la fois fermée et ouverte et d'avoir une construction très rapide. Et aujourd'hui, qu'on ne voit plus et qui sont même abandonnées, comme celle-ci, puisque ce sont des gouffres énergétiques avec lesquels on a du mal de faire de la rénovation. Et pourquoi ça s'est arrêté? Je vous donne des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. On est passé d'une augmentation de 45% sur le prix du mégawattheure en électricité, 107% avec le gaz. La crise russo-ukrainienne n'est pas pour rien, mais on se retrouve avec une hausse des factures énergétiques, des fois jusqu'à 300%. Vous imaginez bien que les collectivités, qu'est-ce qu'elles vont faire? Sur quoi elles vont malheureusement avoir des marges de manœuvre, parce que c'est difficile de fermer les écoles ou les écoles ou les EHPAD, et ben ça va être les équipements sportifs. Et là encore, on se retrouve sur une nouvelle contrainte pour faire du sport avec un équipement sportif finalement qui n'est plus assez sobre, n'est plus assez viable dans son fonctionnement dans la crise actuelle climatique et énergétique. Sur la slide suivante. Alors, on va se dire, il y a d'autres solutions. On pourrait avoir effectivement, et je ne suis pas la meilleure pour vous en parler au niveau des piscines, on a la chance d'avoir M. Châtenay qui va vous en parler après, mais il y a d'autres choses sur les équipements sportifs où, avec cette question de crise climatique et de ressources, de pénurie en ressources, on essaye de faire d'autres aménagements. Et là, vous avez un stade équipé en pelouse synthétique, en gazon synthétique. Soi-disant, alors pas soi-disant, la première volonté, c'est notamment de réduire la consommation en eau et d'augmenter la pratique physique d'un certain nombre d'heures. Ça peut augmenter de plusieurs dizaines d'heures sur un même stade et une même pelouse. Cependant, on se retrouve en faisant des études derrière que ces pelouses synthétiques ne sont pas une si bonne solution, ne sont pas si bonnes consommatrices, en tout cas si bonnes sobres en termes d'eau et sont aussi polluantes. On a vu que l'équivalent d'un stade comme ça, même un stade plus petit, là on a un grand stade pour grands événements sportifs, mais même un stade normal, en termes d'émissions CO2 pour les fabriquer, il faudrait replanter presque 1800 arbres. C'est énorme pour compenser sur 10 ans la fabrication d'un terrain de pelouse synthétique, sans parler des fibres de plastique, mais aussi du remplissage. On a un problème de remplissage, alors maintenant qui est interdit depuis quelques semaines seulement par l'Union européenne, qui avant était fait avec du remplissage de recyclage de pneus et avec la chaleur, encore ce fameux réchauffement climatique qui nous embête quand même pour cette pratique du sport. Et on a vu des problèmes d'îlots de chaleur, on revient à l'urbanisme, de problèmes sanitaires, pollution de l'air et aussi performance physique avec mise en danger de la santé des sportifs et des sportives, et j'en passe. Le gros problème aussi est les polluants perpétuels qui sont ces microplastiques qu'on retrouve absolument partout dans le monde et dans le sang des enfants dès l'âge de 4 ans, ce qui est quand même
assez alors anxiogène, je suis désolée, mais il faut aussi le dire. Et je vous parlais, alors sur la suite, merci Inès, je vous parlais des performances sportives. Et bien là encore, changement climatique, réchauffement, inadaptabilité des équipements là-dessus et sur les grandes compétitions, et ben, on a un vrai problème sur la santé, pas uniquement des grands sportifs comme le montre cette image, mais sur la santé des sportifs et des sportives au quotidien. Déjà, rien que l'augmentation et sur les scénarios du GIEC, on voit, alors je vous prends le scénario à +2 et +4, on voit que la diminution de l'activité sportive pourrait être de 24 jours pour le scénario de 2 degrés, mais jusqu'à 2 mois pour le scénario de 4 degrés. Donc là encore, quelles répercussions? La sédentarité, peut-être l'abandon d'équipements, de grands équipements sportifs. Comment on fait pour faire sortir les gens et tous les problèmes de santé qui va derrière, que ça soit l'obésité ou même les questions de qualité de l'air. Mais en plus, on estime que après de faire du sport dans une chaleur supérieure à 32 degrés, eh ben, on a des problèmes de santé, quel que soit le niveau, très dangereux. C'est-à-dire qu'on va avoir du stress hydrique, on va avoir une augmentation de la chaleur corporelle qui va augmenter les problèmes cardio-vasculaires et même de la surchauffe. Et là, vous avez quand même un champion de, pas de marathon, mais de course sur longue distance. Là, on était sur du steeple, du 3000 mètres steeple. Et c'est qu'une image. Hein. C'était les championnats du monde au Qatar d'athlétisme il y a 3 ans. Même pas, non, oui, c'est ça, il y a 3 ans, en 2020 ou 2021, je ne me rappelle plus. Et il y a eu presque une cinquantaine de malaises chez les sportifs et sportives. C'est énorme quand vous savez que ces gens-là ont passé leur vie à s'entraîner pour arriver à ça. Et on le trouve de plus en plus dans les compétitions amatrices aussi. Et ça, c'est important, vous imaginez bien aussi, même sur les enfants, c'est-à-dire qu'on se retrouve après avec des maladies chroniques chez les enfants à cause de la chaleur et de la pratique du sport. La slide suivante, s'il vous plaît. Alors là, je vous parlais du sport, on va dire, plus quotidien, l'impact que peut avoir le changement climatique sur les pratiques sportives, mais on ne parle pas des pratiques sportives et de l'impact que ça a sur le changement climatique. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Là, alors, Coupe du monde du Qatar, hein, de foot, c'est celle qui a fait le plus de bruit pour des raisons diverses et qu'on pourra discuter si vous le voulez, parce que c'est des raisons diverses, à la fois en termes d'impact écologique, mais finalement, il y a aussi des répercussions en termes de géopolitique, et notamment sur les pays sud qui sont intéressantes à avoir, ou même en termes de corruption par rapport au soft power qu'utilise le soft power diplomatique qu'utilise le Qatar. Mais quand vous voyez ces chiffres, vous voyez les émissions par pays et par rapport au PIB. Et pourquoi on arrive à faire ces chiffres alors que c'est le Qatar qui accueille? Donc, on penserait que le Qatar serait pas le seul concerné. Eh bien, c'est parce que 80% des émissions des grands événements sportifs viennent du transport. Transport logistique, mais transport aussi des équipes. Alors, pas uniquement que pour aller faire les compétitions, mais pour aller sur les lieux d'entraînement, entre la compétition, les lieux d'entraînement, etc. Les supporters et supportrices qui sont énormes. Hein. Il y a des gens qui économisent toute leur vie pour aller voir ça parce que le sport est quand même quelque chose d'entraînant. Et également, là, on a mis 80%, mais le reste, ça peut être la construction des équipements, le fonctionnement des équipements, tout ce qui est la nourriture, tout ce qui est l'alimentation. Et on se retrouve voilà, avec des chiffres énormes. Comme aujourd'hui, hein, on parle de grands événements sportifs, mais aussi culturels et diplomatiques, comme on a aujourd'hui la COP, les différentes COP de 26 à 28, où on a vu exploser les bilans CO2. Donc il y a aussi un impact.
Et ça veut dire, est-ce qu'aujourd'hui, on a encore la capacité, dans cette crise climatique et écologique, cette crise énergétique et du coup cette crise même démocratique, d'accueillir encore le sport, d'accueillir ces grands événements et de continuer à faire du sport. La suite, eh ben, est-ce qu'on va devoir arrêter? Ça, c'est pas moi qui vais répondre à la question. Ça va être nos chers intervenants et intervenantes qui vont montrer qu'il y a des options possibles, à la fois sur l'aménagement public, sur la gestion des événements sportifs, des équipements sportifs, et plus largement l'intégration du sport. J'avais envie de vous montrer cette image pour finir, parce que je vous ai parlé de crise démocratique. Et ça, c'est lié aux grands événements. On a de plus en plus de difficultés, la population a de plus en plus de difficultés et se rebelle de plus en plus contre la venue des événements sportifs. Et vous n'avez pas échappé au fait que il n'y avait qu'une seule candidature pour les prochains JO d'hiver 2030. C'est qu'aujourd'hui, un certain nombre de pays ne veulent plus candidater, pas pour des questions économiques, mais pour des questions de société, où on voit vraiment une levée de bouclier des populations en se disant comment on peut encore dépenser autant de milliards dans certaines activités, dans certains accueils, alors qu'on n'a pas ces milliards pour subvenir aux besoins essentiels et donc à la vie de tous les jours. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un sport différent à promouvoir, à accepter, à aussi permettre aux sportifs et sportifs de haut niveau de pratiquer et faire rêver, puisque le sport fait rêver. Et comment on arrive à déjouer tout ça? Eh ben, je laisse mes collègues en parler et on finira bien sûr par un représentant de l'ADEME qui montrera, en tout cas j'espère que ça vous a permis de comprendre pourquoi on s'y intéresse à l'ADEME avec le lien aménagement entre autres et notre Jérémy Almosny nous fera la conclusion sur les actions de l'ADEME. Voilà, j'ai un tout petit peu dépassé, je prie de m'excuser Merci et je beaucoup, laisse la Amandine. parole. C'était parfait. Merci pour ce propos liminaire qui nous permet vraiment de prendre conscience de l'interrelation entre voilà, toutes ces questions à la fois d'aménagement, d'urbanisme, de dérèglement climatique, de crise énergétique, de santé, de sport. À présent, je vous propose du coup qu'on commence à écouter les différents retours d'expérience qu'on vous a préparés pour ce webinaire, à commencer donc par la proposition de Laure Thévenot, socio-économiste à l'Institut Paris Région, qui va nous présenter des astuces, dirons-nous, pour faire en sorte que le sport soit un petit peu mieux intégré, en tout cas qu'il ne soit pas oublié des aménagements, des programmations, et qu'à sa manière, il participe justement à la transition écologique. C'était un des points de vigilance d'Amandine. Voilà, Laure, je vous laisse la parole. On voit votre écran, c'est parfait. À vous de jouer. Bon, c'est parfait. Vous m'entendez bien? Oui. Oui, parfait. Bah, écoutez, donc bonjour à toutes et à tous. Donc, à l'Institut Paris Région, donc nous, on intervient en amont des politiques publiques en accompagnant les décideurs publics sur une diversité de sujets, en leur fournissant des diagnostics, des éclairages, des données. Donc, dont voilà tout ce qui touche aux thématiques du sport. Et on travaille donc sur la question des équipements sportifs de longue date, que ce soit sur l'offre existante au niveau quantitatif que qualitatif, et puis son adaptation donc aux évolutions des pratiques sportives et aussi comment ils peuvent contribuer à répondre aux enjeux environnementaux actuels. Donc, si les pratiques sportives, elles ont beaucoup évolué, la programmation ou la rénovation des équipements sportifs, elle, a peu évolué depuis les années 70. On est plutôt dans une reproduction des modèles existants avec des aires de pratique conformes à des tracés qui correspondent aux besoins de la compétition, mais avec peu d'espace pour des modalités plus axées voilà, sur le loisir ou la santé. Bien sûr, je dis des choses à grands traits. Voilà, il y a beaucoup plus de nuances quand on est sur le terrain. Et les équipements sportifs, ils sont souvent conçus donc, à partir d'une logique qui est qui peut le plus, peut le moins. On se dit que si on construit un gymnase, il va répondre à une diversité de besoins, alors qu'il s'avère coûteux à construire, à chauffer, qu'il est consommateur de ressources et que peut-être qu'il y a d'autres manières de faire, voilà, qui sont moins énergivores. Et cette logique de qui peut le plus, peut le moins, on le retrouve aussi sur les pratiques sportives. Il y a
part souvent du principe que si on répond aux besoins des personnes qui font de la compétition, eh ben, on répond aux plus gros besoins, enfin aux plus grands, et que les autres s'y retrouveront, que ce soit les autres sportifs qui se font plus pour le loisir ou des peu sportifs. Et là aussi, voilà, il y a peut-être d'autres manières de faire et c'est pas évident que dans cette logique-là, on réponde, à tous, en sachant que la diversification des publics qui font du sport a amené aussi une diversification des motivations et que les personnes qui font du sport, c'est avant tout pour la santé, le loisir, le bien-être et moins pour la compétition, même si, ce besoin, existe. Donc face à cela, on a quand même d'autres manières de faire et c'est ce que je vais vous partager dans cette présentation. Donc comment on peut équiper, autrement, aménager, pour mieux répondre aux besoins des usagers et aux enjeux de la transition écologique. Et l'idée, c'était de partir d'exemples, concrets pour illustrer d'autres démarches. Et voilà, c'est ce qu'on a cherché un peu à synthétiser dans l'illustration là que vous voyez à la droite de votre écran. L'idée, c'est on a à répondre à différents publics, donc qui vont, des adultes, des jeunes, des hommes, les femmes, les personnes âgées, les peu sportifs ou les non sportifs, également les spectateurs, les accompagnants, à différents usages, sportifs ou non, et dans la limite de en prenant en compte les enjeux environnementaux et là qui sont représentés les limites planétaires. Et nous, on part de 2 préalables, on dit qu'il y a pour programmer, la pratique sportive, il faut raisonner en complémentarité sur 3 plans. Donc les équipements, sportifs bien sûr, qu'ils soient publics et privés, l'espace public et les espaces verts ou naturels et que les solutions à trouver, elles sont à penser en articulant, l'ensemble des éléments qui constituent l'offre, en espace, sportif. Et le deuxième préalable aussi de nos derniers travaux, c'est de dire que pour mieux répondre, aux enjeux de la transition écologique, il y a bien sûr des questions techniques, mais pas que, et que c'est aussi en répondant mieux aux besoins des usagers, en les comprenant mieux et en partant de ce qui existe déjà et comment on peut mieux répondre avec, qu'on trouvera des solutions et qu'un équipement, si je caricature, qui cocherait toutes les cases au niveau environnemental, avec des labellisations, mais qui serait conçu, comme je l'évoquais, comme il y a 30 ans, peut-être passerait à côté de fournir cette réponse, et aux besoins et aux enjeux de transition. Donc les exemples que je vais vous présenter, je les ai regroupés dans 3 entrées. Donc la première, c'est déjà de transformer, l'existant. Ça peut passer donc par la réhabilitation d'espaces sportifs actuels. On peut penser à dans l'exemple d'une piscine à Sénonne qui a été transformée en gymnase. On peut, pas avant de penser avant d'imaginer déconstruire quelque chose, peut-être l'habiter autrement. On peut investir des espaces délaissés. Donc là, c'est ce que vous voyez là, à gauche de votre écran. Donc par exemple, en occupant, là, c'est le centre des congrès de Lausanne qui a fermé et qui, du coup, il y a une période là, les autorités savent pas encore ce qu'on vont en faire, mais du coup, les activités sportives, elles ont investi une diversité, d'espaces, donc et en essayant de combiner différentes offres. Donc là, sur la photo, on voit un espace, qui est, dédié au sport au club, pardon, d'haltérophilie, local, qui côtoie la salle d'escalade qui, elle, est gérée par le privé, mais il y a également du padel, du tennis, du basket, format classique et du basket 3-3. Donc le temps que pour une durée de 4 ans, si je me souviens bien, ces espaces-là sont occupés par des activités sportives et qui ne trouvaient pas leur place, dans la ville avec l'offre, actuelle. On peut aussi, penser à des espaces publics qui sont réaménagés comme la piétonisation là des quais à Ivry et où des aménagements sportifs, ont été, réalisés. On peut également se dire qu'on a pas mal d'espace en ville, bien sûr l'espace public, mais également au sein des bâtiments, du sous-sol jusqu'au toit où on peut, imaginer que des activités sportives trouvent leur place parce que tous les sports n'ont pas les mêmes besoins. Certains vont au contraire fuir la lumière naturelle et pourraient, se développer dans des parkings. Pour d'autres, c'est l'inverse. Et ce qu'il y a d'important si on se met à la place d'une collectivité, en fait, c'est de bien aussi connaître d'avoir une vision globale de son patrimoine et de pouvoir, se dire, ben, globalement, quel est mon patrimoine, quels sont les besoins en face et comment imaginer qu'avec l'existant, je puisse,
mieux y répondre. La deuxième, alors attendez, je passe à la suivante. Voilà. La deuxième entrée, pour illustrer donc d'autres manières de faire, c'est d'intensifier et de mutualiser. Alors les entrées, elles peuvent se combiner, hein, donc dans cette idée, on peut diversifier les usages sportifs d'un équipement existant. Donc c'est ce que vous voyez ici. On voit, hein, quand je mets la flèche comme ça, tout le monde voit que Oui, on la voit le photo que je curseur. cible. OK, merci. Donc là, c'est au Danemark, donc c'était un stade avec une piste d'athlétisme qui qui est labellisée par la fédération nationale. Ce stade a été ouvert et en son intérieur, il y a eu l'implantation d'une voilà, diversité d'espaces pour permettre alors un peu de pratique de fitness, pour permettre des activités ici comme un petit peu un city stade. Donc ça permet de diversifier les pratiques sur un même espace, de l'ouvrir sur la ville aussi, finalement de faire bénéficier aux habitants d'un nouvel espace public et aussi de faire se croiser une diversité de sportifs. Le club d'athlétisme local continue à pouvoir faire l'ensemble de ses activités, mais voilà, en réaménageant, on a pu aussi intensifier l'offre. On peut aussi penser à voilà, gagner des espaces sportifs et publics en mutualisant. Donc là, c'est l'exemple d'une cour d'école à Pantin. Donc cet espace, c'est la cour d'école durant tout le temps scolaire et hors du temps scolaire, elle se transforme en parc urbain, voilà, qui permettent de faire une diversité d'activités, de flâner, mais aussi avec des petits espaces aménagés pour avoir une activité physique, donc hors temps scolaire. Et un exemple, voilà, que j'aime bien, qui est au Danemark, qui est donc c'est Nordre-Allen, donc qui est assez complet pour montrer tout ce qu'on peut, voilà, faire selon toujours son contexte, hein, donc les halles là, ce sont des anciens entrepôts qui abritaient le tramway et qui ont été réaménagés à la fois donc en espace sportif. Il y a une diversité d'activités qui peuvent être accueillies. Il y a un gymnase, des salles de squash, on peut faire du badminton, enfin là, pas mal de sports collectifs. Cette halle-là, elle est multifonctionnelle, c'est-à-dire qu'elle peut accueillir le marché aux puces le week-end, mais également des événements sportifs ou des activités sportives quand rien ne s'y passe. Il y a aussi une médiathèque par ici, un espace commun de restauration, donc un espace commun à tous ces équipements qui permet aussi au public de se croiser et éventuellement de toucher des moins sportifs. Et donc, ouais, ma flèche, on voit bien que donc la signalétique tout autour de cet équipement, elle est en rouge et on voit bien que du coup tout le quartier a été réfléchi, notamment dans l'espace public, pour inviter voilà, à faire du sport. Donc là, bon, c'est un peu en petit, hein, mais il y a bien sûr une piste cyclable tout le long. Il y a un espace, voilà, pour faire de la boxe en extérieur. Il y a pas mal voilà, d'équipements qui permettent de faire du sport. Tout invite, voilà, à la pratique sportive aussi dans l'idée de rentrer dans l'équipement. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est cette articulation, voilà, entre l'espace extérieur et l'espace intérieur. Souvent, on va trouver des équipements sportifs finalement où l'espace public autour est peu travaillé dans cette idée d'inviter à faire du sport. Alors, je passe du coup. J'essaye de pas être trop longue, mais du coup, je vois plus l'heure. Donc, faut pas hésiter à me dire si je vais Allez-y, un peu. allez-y. Donc une autre entrée aussi, c'est de se dire qu'on peut mieux coupler, des solutions pour que le sport, il soit aussi support de préservation de l'environnement. Donc on peut penser à la végétalisation des bâtiments sportifs. Il y a voilà, des gymnases à Paris où le toit a été végétalisé, par exemple. On peut, voilà, s'il peut contribuer à un aménagement plus circulaire. Donc là, c'est toujours des exemples, hein. Après, il y a une diversité de contextes et puis de manières de faire, mais l'exemple à Épône, c'est un stade de trial qui a été réalisé avec les terres excavées des chantiers d'Île-de-France. Donc ces terres, elles ont aussi beaucoup servi à faire des golfs, voilà, il y a quelques années en arrière, ou à des parcs urbains, mais on peut, voilà, aussi, si on a le temps en amont, réfléchir à d'autres manières de faire. Et sur la droite de l'écran, là, donc c'est un exemple à Rotterdam. Avant, cette place, c'était une place
on va dire juste bitumée, hein, une place publique sans aucune aménité. Et quand il s'agit de voilà, de réfléchir à sa requalification, les habitants ont été consultés et ils ont fait apparaître qu'il y avait un besoin de loisirs, d'espaces d'activité physiques et sportifs. Et l'objectif de la ville, au départ, c'était de réaménager cette place pour qu'elle permette aussi de mieux gérer les eaux de pluie. Donc à Rotterdam, il pleut, voilà, souvent, donc de mieux les gérer, d'avoir des bassins de rétention et voilà, en prenant le temps de l'échange et de la concertation, les réponses ont été cherchées pour, voilà, pour répondre, enfin les solutions ont été cherchées pour répondre aux besoins des habitants. Et il y a des espaces donc de pratiques sportives, un amphithéâtre aussi qui permet de faire d'autres choses que du sport, hein. Là, ça peut être des sports collectifs, mais d'autres activités, des espaces où l'on peut se poser, des espaces également, donc ici, où on peut faire des sports de glisse. Donc en partant sec, il y a une diversité d'usages et cette place désormais elle est animée. Voilà, elle est utile aux habitants de ce quartier où il y avait aussi une carence un peu en espace sportif. Et par temps de pluie, et ben, on condamne des espaces qui ne sont pas voilà, vitaux pour quelques jours dans l'année, et ça sert à la rétention des eaux de pluie. Après, je vais vous présenter d'autres exemples, enfin d'autres approches qui couplent un petit peu, enfin on retrouve aussi, hein, ces entrées de faire avec l'existant, d'intensifier, mutualiser. Donc on parle beaucoup de design actif actuellement, et c'est vrai que c'est une approche qui permet voilà, d'aménager la ville dans l'idée de mieux répondre à des besoins d'activité physique et donc d'améliorer la santé des habitants. Donc le design actif, on a tendance à croire parfois que c'est voilà, coloriser la ville, montrer enfin voilà, changer des espaces, et que si on met un peu de couleur ou des tracés, les personnes vont se mettre à faire du sport, mais c'est voilà, c'est plus complexe que cela. Et c'est ce que je vous ai figuré sur cette illustration pour rappeler les grands principes du design actif, donc qui sont voilà, de créer des réseaux ouverts, multifonctionnels, de proposer des activités pour tous, de travailler à inviter à l'activité physique, par exemple en concevant des bâtiments actifs. Donc là, c'est la photo avec voilà, ce qui est connu, donc ce sont les nudges pour voilà, inciter l'air de rien. Et ça permet aussi voilà, de dire un message qu'on fait passer souvent, c'est qu'il ne s'agit pas non plus de tout aménager pour sportiviser la ville. Il y a une importance aussi d'avoir des espaces ouverts, sans usage défini, qui peut-être à un moment de la journée vont être dédiés à une activité sportive, et puis à un autre moment à d'autres activités. Alors bien sûr, derrière, il y a les conflits d'usage qui peuvent apparaître, mais on voit aussi que finalement un espace abrité comme un kiosque, voilà, dans ce parc, ça permet à des pratiquants de faire de la boxe, de faire un peu de gym, et puis peut-être que plus tard dans la journée, ce sera voilà, des activités musicales qui prendront place. Je ne sais plus si je voulais vous dire autre chose à ce sujet-là. Je me souviens plus. Voilà, donc je vais passer à la suivante. Du coup, un autre exemple d'approche un peu globale et de partir voilà, de l'existant pour faire autrement, et puis pour aussi cette idée de mettre en cohérence l'offre existante. Donc l'Institut Paris Région, on a accompagné Pleine Commune qui souhaitait promouvoir l'activité physique et sportive dans les espaces publics. Et donc, leur idée, c'était d'avoir des trames sur le territoire qui permettent, voilà, des tracés, hein, qui permettent aux habitants de faire plus d'activités physiques et sportives, tout en partant de ce que je vous évoquais au début, de la diversification des modes de pratique, voilà, qu'il y a une diversité d'attentes, et en cherchant à y répondre. Et ces trames, elles sont construites donc à partir du croisement entre les projets urbains, c'est-à-dire les opérations d'aménagement, de renouvellement, les franchissements, les créations, voilà, la réhabilitation d'espaces publics, à partir d'avoir cette connaissance de tout là où la ville va évoluer, des trames existantes, que ce soit le plan vélo, le plan marche, la trame verte et bleue, et de croiser tout cela pour essayer, eh bien, de mieux relier les espaces sportifs existants entre eux, que ce soit des équipements ou voilà, des espaces dans l'espace public, et de voir là où il y aurait des manques. Donc là, c'est une intention, hein, pour le moment. Après, il y a des discussions bien sûr à avoir entre
entre Plaine Commune et l'ensemble des communes, et puis voilà, la faisabilité opérationnelle. Donc, mais cette trame active, elle est constituée de 112 km voilà, de tracés qui sont sur 13 axes. Après, je crois que vous aurez aussi les liens vers nos travaux si vous voulez en savoir plus. Donc, je passe du coup en conclusion. L'idée, c'était de mettre en avant un petit peu ce qui était commun à tous ces exemples. Donc, bien sûr, le préalable, c'est à quoi peut répondre ce qui est déjà là, enfin, pardon, ce qui est commun à tous ces exemples et qui permet bien sûr de répondre aux usagers et dans des enjeux, dans le contexte de transition écologique et en essayant de moins consommer de ressources. Donc, à quoi peut répondre ce qui est déjà là et pour quel public agir? Parce que c'est vrai que ça, notamment dans l'espace public, il y a la question du genre, elle est souvent évoquée encore plus dans le sport. C'est vrai que les espaces sportifs sont surtout utilisés par les hommes. Donc, il y a à se questionner sur voilà, pour quel public agir et quelles actions mettre en place pour qu'il y ait un meilleur partage de l'espace. Si on souhaite également voir plus les enfants aussi utiliser les espaces publics, voilà, il y a des choses à penser autrement. L'idée aussi de vous parler de cette diversité d'exemples, c'était d'illustrer qu'il n'y a pas de solution clé en main. On voit bien que chaque collectivité, chaque acteur s'est adapté à son contexte, que ce soit son contexte voilà, physique et territorial, et avec l'analyse des besoins. Je reviens aussi sur cette importance d'aménager l'air de rien. Il n'y a peut-être pas forcément toujours besoin de gros aménagements. Il y a aussi une importance, comme je le disais, d'espace sans usage défini. Peut-être ce qu'il y a d'important plutôt, c'est de se poser la question de où on va positionner peut-être ces petits aménagements, parce qu'on voit aussi des choses qui ne fonctionnent pas dans l'espace public, qui ne sont pas utilisées. Et c'est pas parce qu'on a un équipement ou quelques agrès à 5 minutes à pied en bas de chez soi qu'on va les utiliser. Il y a aussi à se questionner sur est-ce qu'on est enfin, des espaces non définis, ça veut dire qu'on accepte aussi que tout type de enfin, différents types de pratiques s'y passent. Donc voilà, il y en a, enfin, certaines pratiques sportives peuvent apporter des nuisances aussi. Certaines pratiques sportives font très bien avec l'existant en détournant le mobilier urbain. Bon, il faut aussi que ce détournement soit autorisé. Voilà, l'importance d'intégrer les dimensions de temporalité, de saisonnalité, c'est-à-dire que oui, avoir peut-être des espaces couverts selon le territoire où l'on vit pour pouvoir s'abriter voilà, du vent, de la pluie, aussi du soleil si on pense en effet à ce qui nous attend avec le changement climatique. Voilà, à répondre à une diversité de modalités de pratique. C'est vrai que je suis pas revenue sur, voilà, mais le sport, on peut en faire seul, on peut en faire en club, on peut en faire en collectif avec un coach ou sans coach. Voilà, penser à des espaces qui peuvent accueillir cette diversité de public. Et enfin, j'ai déjà un peu dit, mais c'est vrai que on a trop encore tendance à se questionner sur les usages une fois que l'espace est conçu et se questionner en amont sur quels sont les besoins de la population et notamment là, la population en proximité de là où on implante un espace sportif, c'est essentiel et ce n'est pas non plus suffisant puisqu'il y a aussi, voilà, cette réflexion sur les usages, elle est à avoir tout au long du cycle de vie des espaces sportifs si on veut aussi qu'ils durent plus longtemps et qu'on voilà, qu'on n'ait pas besoin voilà, il faut rester en lien avec les besoins, évaluer, tester, co-concevoir avec les usagers aussi, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Qu'on voit aussi, c'est des aménagements qui sont d'abord temporaires avant de mettre du permanent pour voir aussi comment les choses se passent et pouvoir l'adapter. Et enfin, on peut concevoir des espaces sportifs, voilà, en ayant pensé à tout cela, je voulais revenir sur cet enjeu de l'animation aussi, notamment ça renvoie à pour qui et pour quel public agir. Une personne très sportive qui pratique en autonomie, peut-être qu'elle aura pas forcément, voilà, elle saura comment utiliser le mobilier qui est à sa disposition, que ce soit du mobilier sportif ou du mobilier urbain, mais si on s'interroge sur toucher les peu
ou les moins sportifs, dans un objectif aussi d'avoir une société, enfin voilà, moins sédentaire. Il y a un besoin d'accompagnement, il y a un besoin d'animation, donc ça veut dire des coachs aussi qui sont présents dans l'espace, dans ces différents espaces et dans l'espace public. Et donc ça renvoie voilà, à quelle offre d'activité on propose et aux formations des intervenants, des éducateurs, des animateurs sportifs pour qu'ils puissent s'adresser à une diversité de publics. J'en ai fini en espérant ne pas avoir été trop longue. Je vous arrête Merci le beaucoup, partage. Laure, pour ces éléments. On voit bien qu'il y a une palette, pardon, de solutions qui s'offrent aux collectivités à mobiliser évidemment au cas par cas en fonction d'un tas de critères. Et ce que je retiens aussi de votre présentation, c'est l'importance d'une réflexion multiscalaire à toutes les échelles en même temps. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, peut-être une question avant de passer la parole à l'adjointe au maire de Bayonne. Sur les équipements de glisse type skatepark, etc. Alors, vous nous avez montré un exemple qui était assez vertueux puisqu'il permettait en même temps d'assurer la rétention des eaux pluviales en cas de forte pluie. Mais c'est vrai que je me demande si tous ces espaces de glisse qui supposent quand même des surfaces assez peu perméables, voire très imperméabilisées, ne sont pas une fausse bonne solution. Enfin, je veux dire, quel est votre positionnement là-dessus? Parce qu'effectivement, il y a des pratiques par rapport à la transition écologique qui vont plus dans le sens voilà, d'une amélioration et d'autres pratiques qui vont plutôt à rebours de ce qu'on cherche à promouvoir. Oui, je partage. Après, moi, je ne suis pas décideur ni sportif ni donc oui, c'est sûr qu'il y a des pratiques qui vont. Après le skate à chaud comme ça, pour moi, il y a plus la question de la nuisance sonore. Enfin, c'est sûr que si les sols sont glissants, je pense qu'aucun sport de glisse, enfin aucun sportif, ils vont attendre que ce soit sec. Donc, mais je pense qu'ils sont déjà voilà habitués à ne pas pratiquer quand les sols ne leur permettent pas. Par contre, il y a peut-être la nuisance sonore. C'est vrai que si on est dans un quartier d'habitation, enfin le skate, ça peut faire du bruit. Donc après, je pense qu'il y a des échanges qui peuvent avoir lieu. Je pense à la ville de Bordeaux, par exemple, qui a aussi à un moment il me semble, hein, à un moment, le skate était moins facilement praticable en ville et je crois qu'ils sont revenus là-dessus en discutant aussi avec les pratiquants et par contre, en demandant à ce qu'il y ait des horaires qui soient respectés dans l'espace public. Je ne sais pas si je réponds à votre Oui, question, mais ma question, c'était plus sur le fait que ça supposait des surfaces quand même assez imperméables, oui, oui, alors que la logique voudrait qu'on désimperméabilise le plus possible, qu'on retrouve de la pleine terre, si on veut que justement le sport soit levier aussi de transition écologique. Et pour le coup, c'est vrai que cette pratique est un peu le mauvais exemple, quoi, le oui, troublion. oui. Ou après, oui, oui, d'accord, j'avais pas. Bah, du coup, dans l'exemple là qui est montré, finalement, la surface, elle était déjà bitumée. Ils ont un petit peu végétalisé en plus. Bon, ça reste du bitume, je suis d'accord. Peut-être que la question du où le faire aussi, ce que j'évoquais, c'est en effet, ne pas recréer un skatepark là où il y avait de la pleine terre. Peut-être que quand il y a et puis peut-être se dire qu'en effet, faire avec l'existant et des skateurs qui sont sur cette pratique aussi, il y a peut-être à réfléchir différemment, ça c'est sûr. Et le risque, en tout cas pour le sport et notamment dans la région francilienne, c'est que la tension sur les espaces, elle va être forte. Donc il y a que ce soit du côté des pratiquants ou des acteurs publics, en effet, à penser différemment. Mais là, sur l'exemple, c'est vrai que au moins on n'a pas imperméabilisé ailleurs. Oui, et puis il y a cette question de récupération des eaux pluviales qui permet quand même de sauver la mise, si j'ose Mm. dire. Mais merci beaucoup en tout cas, Laure, pour cette présentation. Je vais tout de suite passer la parole à Françoise Boiry, donc adjointe au maire de Bayonne en charge de la prévention et de la santé pour tous. Donc, comme je le disais en introduction, Bayonne
a mis en œuvre un plan pour rééquilibrer, on va dire, la question du sport santé par rapport au sport compétition, notamment dans l'espace public, et ce, alors même que la ville n'a pas la compétence santé. Voilà, je laisse Françoise Broboiry nous expliquer tout ça. Je crois que vous avez la main sur le PowerPoint, tout est bon. Oui, Je vous cède la merci. parole. Bonjour à toutes et tous. Alors, donc, je remercie tous les intervenants par rapport à toutes leurs expériences et études qu'ils ont pu nous amener. Donc, à Bayonne, depuis quelques années Juste déjà, si vous nous pouviez, avons. excusez-moi, je vous interromps, si vous pouvez mettre votre PowerPoint en plein écran, Alors, on fait comment? juste ça. On fait comment? Alors, normalement, la petite vignette en bas à droite de votre C'est bon? écran, voilà, c'est ça. Voilà, ok. Et donc, le plan sport santé bien-être donc est au cœur des politiques publiques, puisque, comme vous le savez, la santé quand même un domaine très transversal et au cœur des politiques publiques et au cœur aussi de l'aménagement de notre ville. Donc, comme vous allez le voir, Bayonne et le sport, c'est une longue histoire, même que nous avons en termes de marque déposée, Bayonne, l'esprit sportif. Donc, c'est vraiment le logo de la ville, tout simplement, parce que comme vous le voyez sur cette photo, eh bien, la ville de Bayonne est traversée par deux fleuves, et la Nive et l'Adour. Et là, au milieu de la Nive, donc, vous pouvez voir qu'il y a déjà un rameur. Et donc, historiquement, c'est l'Aviron Bayonnais qui est le premier club associatif créé à Bayonne, donc en 1904. Et c'est plus tard qu'est venu l'Aviron Bayonnais section rugby, un peu plus connue évidemment. Donc, sur ce plan de la ville, nous voyons donc nous voyons que, ah oui, que la Nive traverse Bayonne ainsi que l'Adour, de par la moitié. On a une rive gauche et une rive droite. Et le stade Jean Daugé, qui est donc le stade emblématique de l'Aviron Bayonnais rugby, nous avons tenu à le conserver en cœur de ville. Donc, il est vraiment en cœur de ville et cela crée évidemment une animation, une émulation. Et comme vous le savez, l'Aviron Bayonnais est en top 14 et l'hymne de l'Aviron Bayonnais est la Peña Bayona. Et donc, pour les amateurs de rugby qui ont pu regarder la Coupe du monde de rugby, c'est un hymne qu'on a pu entendre à tous les matchs de rugby. Donc, comme vous le voyez aussi, la ville est entourée de remparts. Peut-être qu'ils ne sont pas très, très, très visibles, mais en tout cas, voilà, on le montre, il y a des remparts Vauban qui sont en forme d'étoile. Et donc, évidemment, ces remparts Vauban ceinturent le cœur de la ville. Et donc, c'est pour vous dire aussi et donc évidemment aussi ces remparts Vauban sont très végétalisés. Et donc on a vraiment une ceinture de végétalisation autour du cœur de ville. Voilà. Et donc c'est cet aspect vraiment topographique que nous avons décidé d'améliorer pour le sport santé et le bien-être. Voilà, en faisant un aménagement urbain compatible avec le sport santé. Donc, le plan sport santé est au service de l'aménagement du territoire. En 2019, nous avions déjà adopté un schéma directeur des sports et une des orientations principales de ce schéma directeur était un plan sport, bien-être et santé. Donc, évidemment, le sport, qu'il soit éducatif, de compétition, de loisirs, de santé, amateur ou professionnel, par ses multiples facettes, est naturellement au cœur des politiques publiques territoriales. Donc, et puis, ce qui nous intéressait aussi, c'est que vraiment, nous avions l'ambition de développer une offre sportive pour tous les publics, non genrés, et puis pour que tous les Bayonnais et toutes les Bayonnaises soient pratiquants et soient pratiquants d'activités physiques. Donc, c'est cela qui est vraiment notre ambition à la ville de Bayonne. Donc, c'est une adoption que le plan sport santé bien-être, c'est une adoption que nous avons fait dès 2021 et elle s'appuie sur plusieurs dispositifs. Ce plan s'appuie, pardon, sur plusieurs dispositifs.
c'est le contrat local de santé qui est porté conjointement par la communauté d'agglo Pays Basque. C'est le dispositif de prescription d'exercice physique pour la santé, ce qu'on appelle le PEPS, relevant de la prescription sur ordonnance du sport santé. Et ce sont 2 maisons sport santé sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. Donc, Bayonne est une ville de 50 000 habitants, mais nous avons quand même réussi à créer 2 maisons sport santé, l'une au sein de l'hôpital lui-même, de l'hôpital Côte Basque, qui se situe aussi à Bayonne, et au cœur de l'Aviron Bayonnais, de l'association donc Aviron Bayonnais, puisqu'il y a l'Aviron Bayonnais Association, comme on le disait en préambule, et l'Aviron Bayonnais aujourd'hui qui est rugby pro, évidemment, qui est un rugby professionnel. Et donc, ce plan sport santé bien-être comporte 13 fiches actions. Et donc, je ne vous embêterai pas avec elle, mais on peut citer par exemple la promotion d'activités physiques dans nos écoles, donc dans toutes nos écoles primaires, sur les temps scolaires et périscolaires, qui sont donc donnés par nos éducateurs sportifs de la ville. Donc, ce sont nos éducateurs sportifs de la ville qui interviennent sur les écoles primaires. Et aussi, donc, pour l'été, pendant l'été, il y a aussi la génération junior. Et il y a aussi le développement de programmes d'activité physique et sportive en faveur des agents municipaux. Donc, toujours sur la période, le temps périphérique du travail ou à la pause méridienne, nos éducateurs sportifs font des cours gratuits multisports pour les agents municipaux. Et évidemment, donc, entre midi et 2, à la pause méridienne, tous nos aménagements sportifs sont alloués aux agents municipaux. Et donc, ça aussi, ça favorise malgré tout le pouvoir d'achat de nos agents municipaux, puisque ça leur permet d'avoir une activité physique et des pratiques sportives d'une manière gratuite plutôt que d'aller en salle payante, évidemment. Donc, on l'a mis en place depuis 1 an et demi. Et nous sommes assez fiers parce qu'il y a 12% des agents municipaux qui utilisent ce dispositif. Et il y a aussi le dispositif estival, donc sport, santé et bien-être, en faveur des adultes, avec l'appui du mouvement sportif bayonnais, Un été en forme. C'est-à-dire que toutes les associations sont fédérées avec la ville. La ville fédère les associations et le cœur associatif à Bayonne est très important. Nous avons aussi cette chance d'avoir beaucoup de bénévoles qui sont formés à la pratique, à être éducateurs sport santé. Ça aussi, c'est important. Et donc, ils prennent en charge pendant l'été, eh bien, toute génération confondue pour améliorer l'activité physique. Donc, par rapport, ça c'était d'une manière globale, notre vision par rapport à ce que nous pouvons faire évidemment, pour que les Bayonnais et les Bayonnaises puissent avoir une activité physique la plus large possible. Et donc, en plus, nous avons créé des parcours santé à Bayonne. Donc, aujourd'hui, ils sont au nombre de 4. Donc, ces parcours, là, on voit mieux sur la photo la ceinture verte autour du cœur historique de Bayonne avec les remparts. Donc, nous avons utilisé et la Dour et les parcours Vauban avec la ceinture verte et la Nive pour aménager ces parcours santé. Donc, sur votre gauche de l'écran, vous voyez une petite fichette où on met l'esprit sportif avec une flèche. Eh bien, cette affiche, enfin ce panneau, jalonne tous les parcours sportifs que nous avons mis en place pour évidemment indiquer le parcours comment dire, le parcours, oui, le parcours, voilà, pour connaître la marche à suivre, voilà, c'est le cas de le dire, pour connaître et suivre le parcours. Donc, Bayonne, comme vous le voyez, là est un confluent donc, entre la Nive qui est basque, la Dour qui est gasconne. Donc aussi, c'est vraiment, Bayonne, c'est la confluence des 2 cultures, basque et gasconne. Et donc, on a utilisé cette richesse pour concevoir donc, ces parcours santé. Ces parcours santé, à chaque fois,
sur les points noirs que vous voyez sur sur votre image, eh bien, ils sont liés les uns aux autres. Ça veut dire qu'une personne qui veut faire bien le parcours Vauban de 4,8 km, s'il veut ensuite eh bien, allonger son parcours parce qu'il se dit, tiens, je suis en forme aujourd'hui, eh bien, il aura le choix un point stratégique d'aller sur le parcours Nive, qui donc va longer la Nive, ou le parcours Adour, et lui-même le parcours Adour rejoint le parcours Caradoc, qui est le plus long, lui, et qui va jusqu'au quartier prioritaire de la ville, parce qu'évidemment, nous avons voulu aussi une mixité des populations et que personne ne se sente exclu. Les personnes du centre-ville, plus âgées en règle générale, eh bien, pourront tout à fait rencontrer des personnes plus jeunes qui sont plus au nord de la ville. Donc aussi, nous avons voulu qu'il y ait non seulement un parcours jalonné, mais aussi qu'il y ait une mixité des populations et des Bayonnais sur ces parcours. Donc, le parcours Adour, comme vous le verrez, voilà, on va commencer par le parcours Vauban, pardon. Donc, le parcours Vauban, eh bien, on en a déjà un peu parlé. Il est vraiment dans les remparts Vauban. C'est le dernier né. C'est celui que nous avons pas, nous l'avons inauguré officieusement, pardon, lors d'Octobre Rose, puisque nous avions proposé de l'activité physique, évidemment, pendant Octobre Rose. Et donc, officieusement, ce parcours a été inauguré en octobre et il sera officiellement inauguré un peu plus tard. Donc, sur chaque parcours, nous avons mis évidemment des aires évidemment des îlots de fraîcheur alternés, beaucoup d'îlots de fraîcheur. Ça, c'est important par rapport aux étés caniculaires que nous pouvons rencontrer aujourd'hui. Et aussi, nous avons donc des agrès, c'est-à-dire des aires pour pouvoir pratiquer du sport. Donc là, on voit une image qui illustre complètement le parcours Vauban. Donc là, nous avons apposé des agrès, un mini sport, un mini parcours de terrain de tennis, pardon, et aussi de foot, voilà, ou de hand. C'est vraiment accessible à tous. Et aussi, nous avons fait attention que lorsqu'on met des agrès pour pratiquer un exercice, eh bien, ces agrès soient non genrés et qu'il n'y ait pas que des outils pour faire des muscles, des gros muscles. Il y a aussi des rameurs, il y a aussi du vélo et on le verra aussi un peu plus tard, des jeux collectifs qui peuvent être amenés à se pratiquer tous ensemble. Donc, le secteur, nous avons réaménagé pour faire ce parcours sport santé, ce qu'on appelle le secteur de la Poterne. Donc, c'était déjà un lieu de flânerie, évidemment, mais nous disposons dans ces remparts d'un jardin botanique de 4000 m², ce qui n'est pas négligeable, que nous avons su conserver, parce que vous pourriez vous dire, bon, ils ont de la chance, ils ont tout de fait à Bayonne, et non, nous avons toujours conservé les lieux historiques, parce que nous sommes aussi ville d'art et d'histoire, et donc c'est pas par hasard, ça a toujours fait partie depuis des décennies de notre volonté politique, pardon, de conserver notre ville telle que nous l'avions héritée et évidemment l'aménager avec du bon sens. Donc, nous avons réaménagé tout ce secteur pour aussi y mettre des jeux d'enfants, évidemment, que vous voyez ici. Alors, ces jeux d'enfants au milieu, vous voyez un être en bois. Alors, cet être en bois, eh bien, il a été choisi parce que nous avons fait participer toutes les écoles publiques de Bayonne pour savoir ce qui pouvait plaire aux enfants et qu'est-ce qu'ils aimeraient trouver quand ils vont sur ces aires de jeu. Donc, ils ont exprimé la volonté d'avoir le seigneur de la forêt qui fait partie de la mythologie basque
et qui s'appelle le Bachadion. J'espère que je prononce bien. Exactement, c'est très très bien prononcé, me dit-on. Et donc aujourd'hui, les enfants peuvent entrer évidemment dans ce drôle de Bassa-John et qui fait partie de la mythologie basque. Et donc, on a mis évidemment des bancs pour que les parents puissent observer leurs enfants. Et vous le voyez en fond, au fond de cette allée à droite, eh bien, c'est la slide précédente où nous avions vu les agrès avec les mini-sports, les mini-terrains de sport. Voilà. Donc, les parents peuvent avoir un œil sur toutes les générations confondues. Et vous voyez les flèches de la cathédrale, c'est pour vous prouver qu'on est vraiment en cœur du centre-ville. Donc, évidemment, il y a aussi un autre parcours qui s'appelle le parcours sport santé Adour. Alors lui, évidemment, il est tout autour de l'Adour. Vous le voyez, il est en blanc sur votre écran. Et le parcours Vauban que nous avons vu était en vert. Donc le parcours Adour, tout simplement, eh bien, nous profitons de l'Adour pour faire un parcours de 4,8 km, si j'ai bonne mémoire, tout autour de l'Adour. Et donc, évidemment, ce parcours est très aéré, beaucoup plus aérien. On a la vue qui porte loin, on s'oxygène, on est tranquille, on est loin de la circulation. Bon, dans le parcours Vauban aussi, hein, vous l'avez vu, tout est piétonnier, mais on est quand même loin de la circulation qui est quand même assez concentrée aussi à Bayonne, enfin à l'approche de Bayonne. Donc là, c'est un parcours aussi simple parce qu'il est assez plat comme vous pouvez l'imaginer. On passe au parcours à Dour. Donc là, vous le voyez aussi, c'est l'aire de sport sur le parcours à Dour. Comme vous le voyez, eh bien, il y a une espèce de marelle, il y a des jeux où on peut sauter avec des enfants. Toujours pareil, notre souci dans ces aires de sport, nous avons voulu des aires de sport non genrées et intergénérationnelles. Et donc, ça, c'est très important pour nous pour que l'usage en soit fait par tous. Voilà, et donc on voit la ville en fond et on est vraiment en bord d'Adour. Toujours pareil, les agrès en bord d'Adour. Nous avons aussi, ce qui est important pour, évidemment, pour ceux qui veulent faire du sport, eh bien, d'une manière très individuelle, il y a une application avec un QR code sur laquelle on peut donc télécharger une application où il y aura oui, voilà, des QR codes, où il y aura donc un enseignement par application sur ce qui peut être fait sur les agrès spécifiques de là où ils sont. Mais nous avons aussi, comme vous le voyez, des coachs sportifs qui sont à la disposition des Bayonnaises et Bayonnais ou des enfants pour animer et faire évoluer son activité physique et son sport. Voilà. Donc, on a Peut-être passer aux pensé deux aussi... derniers parcours. Pardon? Est-ce Pardon? qu'on peut avancer un petit peu Oui, plus moi je suis rapidement très aux deux bavarde, autres pardon. parcours? Le Excusez-moi, parcours je vous coupe. Caradoc, eh bien là, c'est celui, comme on l'a annoncé, le parcours qui va jusqu'en haut de Sainte-Croix. C'est le quartier prioritaire de la ville. C'est le plus long de nos 4 parcours. Il fait 6 200 m². Et comme je le disais, nous avons tenu aussi à faire ce parcours pour la simple et bonne raison que nous ne voulions laisser de côté personne, en sachant que en haut de Bayonne, dans ces quartiers, nous disposons aussi d'une piscine, qu'il y a beaucoup de sports amateurs, foot, section rugby de féminin, le club olympique bayonnais, le stade de foot Didier Deschamps, parce que Didier Deschamps est bayonnais aussi, et on peut le rappeler. Et donc, nous disposons d'un centre aquatique. Et puis aussi, le maillage des pistes cyclables se fait pour mailler, c'est le cas de le dire, et combiner et le maillage pédestre et le maillage en vélo. Voilà, donc là, vous avez les agrès qui sont au pied de ce qu'on appelle la ZUP ou le quartier Sainte-Croix ou le quartier Breuer de l'architecte qui avait fait ces immeubles qui sont très spécifiques aussi. Donc là, vous avez encore l'aire
de sport et que nous avons pris soin de mettre toujours à côté d'un îlot de fraîcheur pour pouvoir aller eh bien, se reposer si on le souhaite et toujours aussi avec les jeux d'enfants qui sont pas loin pour combiner une activité pour les parents et une activité pour les enfants. Voilà. C'est bon. Donc, écoutez, j'ai essayé de faire très, très vite. Bon, et excusez-moi si j'ai débordé. Dans On tous n'a les pas cas, eu le parcours sur à la la NIV, livre, il me semble. il n'est pas terminé. Ah, Donc, c'est pour ça. mais dans tous les cas, comme fallait aller vite, mais le parcours sur la Nive, donc, il est naturellement et historiquement déjà en activité. Il nous manque juste à mettre un lieu d'agrès et de jeu pour enfants, parce qu'en fait, naturellement, eh bien, les Bayonnaises et Bayonnais, même au-delà, ils avaient pris l'habitude de se promener en bord de Nive, puisque en plus, en bordure de Nive, nous avons voilà, pardon, le chemin de Halage, voilà. Et aussi, comment ça s'appelle? La plaine d'Anseau, voilà, la plaine des sports. Donc, et les Barthes, voilà, c'est ce que nous avons pour les Barthes. Très Voilà, bien. exemple bayonnais. Merci beaucoup, Merci François encore de votre écoute. Marie. Peut-être une question avant de céder la parole à notre prochain intervenant. Voilà, l'idée de cette présentation, c'était de montrer voilà, le volontarisme politique voilà, d'une ville moyenne qui a décidé de porter politiquement la question sportive dans toutes ses politiques publiques. Et là, avec ces parcours sport, santé, bien-être, on voit que c'est une solution assez simple, assez accessible et peu coûteuse. Est-ce que vous pouvez nous dire combien ça vous a coûté pour donner un ordre d'idée à Oui, celles et ceux alors qui nous... donc parce que comme je vous l'ai dit, il y avait des parcours qui étaient faits un peu naturellement, ceux en bord d'Adour et en bordure de Nive. Les parcours Vauban, en revanche, ont demandé beaucoup plus de structuration, ainsi que le parcours Caradoc qui va en haut de la ville. Donc c'est entre 80 000 et 120 000 euros TTC. Donc tout dépend des aménagements que nous devons faire. Le parcours Caradoc, le Vauban, pardon, dans les remparts, nous a coûté un peu plus cher. Donc, autour de 100 000 euros TTC, on peut faire un parcours santé avec des agrès de qualité à l'alu pour qu'il soit aussi, qu'il perdure dans le temps et que les outils aussi ne deviennent pas obsolètes très rapidement. Voilà. Et ensuite, très peu de frais de Très peu de maintenance, frais d'entretien a priori. d'entretien, voilà, hein, parce que là, on a mis tout à disposition évidemment autour pour que les gens aussi s'autonomisent par rapport à l'entretien, eh bien, et après, évidemment, les sols sont de qualité aussi pour qu'ils ne s'abîment pas très rapidement. Voilà, voilà, voilà. Merci beaucoup. Merci pour cet exemple bien inspirant. Je vous propose, sans plus tarder, puisqu'il est 10h12, de passer la parole donc à Stéphane Châtenay. Comme l'a rappelé Amandine Richaud-Crom en introduction, le cas des piscines est intéressant. Ce sont des équipements qui ont fait parler d'eux l'hiver dernier en pleine crise énergétique. Et ce sont des équipements qui vont continuer aussi de faire parler d'eux, puisque les piscines, source de rafraîchissement, vont être aussi voilà, nos meilleurs amis face aux vagues de chaleur qui vont s'intensifier. Et donc, Stéphane Châtenay va nous présenter tout ce qu'il a mis en œuvre pour réduire les coûts d'exploitation de sa piscine à Chartres de Bretagne, la piscine de la Contrie. Stéphane, vous pouvez activer votre son et nous partager votre PowerPoint. Je vous laisse la main. Voilà. Bonjour à tous, surtout. J'espère que vous m'entendez. Voilà, on va mettre ça en plein écran, Très bien. si ça veut bien le faire. Ouais, bonjour à tous, je suis très, très heureux de parler des piscines parce que c'est un sujet qui est important. En effet, pour le rafraîchissement. Piscine pas sobre, élément dont les élus nous ont souvent dit, bah, ça coûte cher. Donc, on ne fait pas forcément ce qu'il faut pour faire évoluer l'équipement parce que ça coûte cher. Et c'est un petit peu le sujet depuis 25-30 ans. Je sais que Bayonne, on parle de Bayonne, c'est une très belle ville. Et je sais que le sport est prégnant maintenant dans la santé des gens. Et donc, la piscine de la Contrie, bah, quand je suis arrivé, c'est une piscine voilà, vous avez quelques images pour vous donner une idée. Il y aura un petit film dans ce qu'on vous transmettra.
Voilà, c'était un équipement phare qui a été fait par la volonté des élus de 9 communes au départ pour avoir une piscine qui réponde à la demande d'abord des écoles, bien sûr, de toutes les écoles du territoire, mais aussi une offre de loisirs pour la population. Au sud de Rennes, il n'y avait rien, à part une piscine existante à Chartres-de-Bretagne. Et c'est un peu pour ça que celle-ci a été construite sur la commune de Chartres-de-Bretagne, parce qu'il y avait une culture de gestion de piscine en régie. À l'époque, il y a 45 000 habitants. Le périmètre a été rapidement porté à 12 communes à partir de 2012. Et nous étions, quand je suis arrivé en 2012, à 59 000 habitants. C'était donc une progression constante et une piscine qui était déjà très, très fréquentée, puisqu'elle avait 625 mètres carrés de bassin, ce qui correspondait en gros à un peu plus de 80 mètres carrés pour 10 000 habitants de bassin, sachant que la moyenne nationale est de 260 mètres carrés pour 10 000 habitants. Aujourd'hui, en 2023, nous atteignons 76 700 habitants. Nous serons 80 à 85 000 habitants sur les 12 communes. Et nous sommes passés par un pic de fréquentation de 285 000 entrées. Les professionnels comprendront ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'en fait, la piscine était sursaturée, ce qui fait que quand la ville de Rennes a ouvert la piscine de Bréquigny, son bassin nordique, nous avons perdu beaucoup de fréquentation. Et donc, les gens ont été faire plus de kilomètres pour juste avoir de la place pour nager. C'est important, voilà. Alors, je vous ai mis quelques gourmandises de piscine parce que je crois qu'avant tout, maintenant, aujourd'hui, dans nos équipements, il faut donner envie d'y retourner, parce que les fréquentations sont encore bien en deçà de ce qu'elles étaient avant le Covid. Et le Covid a été un élément important. Alors, cette piscine, elle a une particularité qui a été faite par la volonté des élus, en particulier de son président, c'est que c'est une piscine chauffée au bois, à laquelle a été adjoint un réseau de chaleur qui chauffe d'autres bâtiments publics. Au départ, c'est une chaudière bois Comte qui produisait 560 kilowatts, que nous avons porté à 900. Voilà, et qui était trop petite, en fait, pour la population. Nous avons un petit souci avec Stéphane, ou alors c'est moi. Je vous confirme que de mon côté, ça a bloqué aussi, hein. Stéphane, on ne vous reçoit plus. Alors, Stéphane, on vous a perdu. Voilà, mais bonjour, je suis de retour. On vous laisse Excusez-moi, nous repartager votre écran. voilà, je vais vous repartager l'écran, tout simplement. Voilà, et j'en étais par là. Alors, oups, voilà. Donc, pour vous donner l'idée, nous accueillons 59 écoles primaires, 7 collèges, un lycée. Nous pratiquons en régie 28 cours d'aquagym, 9 cours d'aquabike, 40 cours d'école de natation. Il y a bien sûr des cours adultes. Nous avons développé, grâce à 2 de nos éducateurs, éducatrices sportives, de la natation synchronisée en régie. Ça fait partie des activités tournées vers le sport féminin, parce que c'est une des volontés aussi de la piscine. Ce n'est pas une volonté désintéressée, parce que c'est quand même les femmes qui sont prescripteurs à la maison de la pratique sportive, mais c'est aussi à nous de les accueillir et de leur offrir plus de pratiques sportives. Donc aujourd'hui, on accueille aussi les femmes enceintes, les bébés nageurs, du sauvetage, voilà, et des ouvertures au public toute l'année, 69 heures d'ouverture publique depuis l'agrandissement de la piscine. Tout ça chauffé au bois, c'était un pari un petit peu. Ça a été fait d'abord, un premier acte, ça a été quand je suis arrivé, de sécuriser et de trouver des solutions pour faire fonctionner la chaudière bois en optimisant totalement son fonctionnement. Et donc, ce petit passage de 560 à 900 kilowatts en instantané, ce qui est assez gigantesque. Production 2 500 000 kilowatts par an,
tout en bois, circuit court local. Ça va faire plaisir aux 12 communes parce qu'elles aident et elles participent à nous trouver du bois en élagage. Bien sûr, c'est du bois de repousse, hein, et c'est du bois que nous apporte aussi la DDE, les paysans quand ils élaguent, les particuliers quand ils détruisent des haies, par exemple, ou qu'ils en changent tout simplement sur les arbres abattus ou tombés. Tout ça permet de chauffer directement la piscine. C'est déjà très qualitatif en termes d'impact environnemental. Les 12 communes bénéficient, puisque nous sommes un syndicat à vocation unique, de l'impact carbone et dans ce cas, grâce à la piscine, rentre dans les critères de l'agenda 2021 au niveau de la production de carbone sur leur territoire. Nous partageons. Ensuite, il a fallu économiser l'eau. Pourquoi économiser l'eau? Parce que nous avions des systèmes d'analyse optique, des systèmes techniques qui nous faisaient perdre 4 mètres cubes d'eau par jour chauffés et traités. 1 mètre cube d'eau, c'était à l'époque 7 euros, aujourd'hui c'est 15 euros. Vous voyez que anticiper, c'est voir demain, avant tout. Et ces mètres cubes-là, aujourd'hui, on les a économisés, ça représente à peu près 4000 mètres cubes par an. Et nous atteignons depuis autour de 42 litres par jour et par baigneur. Nous avons fait pour ça aussi, suite à une destruction de la masse filtrante un peu en sable à l'époque, nous sommes passés au sable de verre, donc du sable de bouteilles recyclées, fabriqué en France, qui est issu de bouteilles tout simplement, qui permet une meilleure filtration, moins de biofilm, de développement bactérien par rapport au sable. Et c'est une des options que nous avons fait en 2015. Ceci nous a permis de réduire les débits de vitesse de filtration dès 2015. Et puis, nous avons aussi ajouté des adoucisseurs en 2017 pour protéger les installations. Il a fallu lutter sur la température des douches qui étaient chargées de carbonate de calcium, des gros cailloux dans nos tuyaux. Eh bien, tout ça, nous avons dû le faire au quotidien, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui, au petit à petit, se fait pas du jour au lendemain. Des fois, on me contacte en me disant comment tu as fait? J'ai travaillé tout simplement avec toutes les équipes, avec tout le personnel, mais aussi avec les élus pour prendre les décisions. Et en 2022, nous avons rajouté le système Onsen pour récupérer ce qu'on appelle les calories fatales, donc celles qui sont perdues. Par exemple, dans les pédiluves, vous rejetez de l'eau chaude permanente, traitée aussi. Donc tout ça, c'est récupéré aujourd'hui. Ça permet de réchauffer l'eau entrante et ça nous permet d'économiser autour de, je dirais, 35 000 euros de dépenses calculées en 2022. Mais alors, en 2023, 2024, ça va être nettement supérieur. En énergie, en eau. Et tout ça, ça a été financé par des certificats d'économie d'énergie. Donc ça, sur la partie ça, économiser l'eau, c'est un combat au quotidien. Si les douches sont chaudes, les gens n'appuient pas 15 fois sur le bouton pour récupérer la chaleur de l'eau. C'est tout bête, hein, mais ça permet aussi d'avoir des gens qui ont du confort et donc qui continuent à venir à la piscine, ils restent moins longtemps sous les douches. Et puis du coup, nous avons pu rajouter un deuxième chauffe-eau pour être sûr d'avoir de l'eau chaude. L'eau chaude partout dans l'établissement, en prévision de l'agrandissement. Nous avons, acte 3, travaillé sur l'électricité. Alors, l'électricité, c'est quand même un problème permanent parce que ça coûte cher. À l'époque, ça coûtait rien, donc ça paraissait pas vraiment intéressant. Et moi, j'étais toujours un petit peu dans la recherche de solutions, comme j'avais fait dans la piscine précédente. Et j'ai partagé ça avec les élus qui ont soutenu le projet. Et nous avons un automaticien qui a permis de programmer et de refaire les programmes existants, qui nous a permis de baisser les débits la nuit et de rendre ça possible grâce au sable de verre. Et vous voyez, par exemple, en 2016-2017, nous avons économisé 200 000 kWh par an d'électricité. Ça représentait 44 000 euros. Bon, ok, mais aujourd'hui, ça représente beaucoup plus que ça, vous le savez bien, puisque le prix a été multiplié par 3 au niveau de l'électricité. Nous avons aussi étendu cela au système de traitement d'air, qui était plus sommaire, hein, en modifiant les systèmes en régie, des travaux qui ont été faits grâce à notre technicien. On a simplement acheté le matériel et on a pu, avec les compétences en interne, économiser 170 000 kWh par an sur le traitement d'air. Il ne s'agit pas de mettre du mauvais air, de le laisser dans la halle bassin, mais c'est surtout de réguler la nuit sur le taux d'humidité et donc d'avoir moins de démarrage de moteur, mais aussi de faire varier en fonction
de l'apport d'air neuf, le régime moteur par rapport au débit, enfin un petit peu en fonction de l'occupation des bassins. Donc tout ça, c'est un peu des programmes que nous avons développés en interne pour pouvoir trouver des solutions immédiates. Mais nous avons aussi, par exemple, mis des petits moteurs sur les échangeurs de chaleur. Un moteur à 60 mètres cubes heure, pour un échangeur de chaleur sur un bassin de 700 mètres cubes, ça économise quelques 0,60 ça consomme 0,75 kW. Et puis, quand vous mettez une vanne pour forcer le passage, vous allez consommer 4 kW sur votre moteur, 8800 heures par an. Je ne vous dis pas la facture. Donc ça, sur les pompes aussi, nous avons fait des évolutions, ce qui nous permet de changer les pompes à un moment donné. Et en 2017, voilà, il y a des jeunes qui sont venus me voir en me disant, on a un algorithme, on voudrait le tester chez vous. Et j'ai demandé aux élus, on a signé une convention tout de suite. Et nous avons été la première piscine pilotée par l'intelligence artificielle grâce à la société Pure Control, qui a fait un travail, alors qui ne nous permet pas, à l'époque, des grandes économies, hein. On parle de 10 à 15 000 euros par an. Des fois, on me dit ça, c'est pas grand-chose, sauf qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, c'est multiplié par 4. Donc, ça commence à faire des sommes du sonnant et trébuchant. Et ça nous a permis de faire des choses complémentaires. Voilà. Alors, en 2016, les élus ont décidé d'augmenter l'offre parce qu'on ne pouvait plus nager. La piscine était bondée, on ne pouvait plus accueillir des collèges nouveaux qui allaient se développer sur le territoire avec l'augmentation de la population. Les élus ont penché sur un bassin nordique que nous avons fait en extérieur, le long du bassin sportif, un espace bien-être pour accueillir tout le monde et refaire une salle de sport dans les espaces d'un ancien restaurant que nous avions fermé. Est arrivé le Covid, on devait ouvrir en mai 2020. Imaginez le choc. Mais nous étions la première piscine à déconfiner en 2020 en Bretagne. Et nous avons réellement ouvert notre bassin nordique en janvier 2021. Alors avec les à-coups, hein, mais plébiscité, on a la chance d'avoir un bassin nordique. Les gens venaient de Saint-Brieuc, voire donc à 2 heures de route parfois pour venir nager simplement chez nous. À l'époque, voilà, c'est des souvenirs maintenant, mais on en porte encore les stigmates du passé. Tout ça a bien été failli mettre fin aussi au fonctionnement de la piscine, car l'impact financier d'une piscine qui était gérée avec quand même une grosse partie de recettes dans le financement d'exploitation, dans l'équilibre, a posé des problèmes énormes pour le syndicat à vocation unique et pour les 12 communes. Donc ça, c'est un peu passé, comme on dit, au ras des pâquerettes. Mais voilà, nous avons pu ouvrir et aujourd'hui, depuis réellement septembre 2022, tout est ouvert et toute l'offre de services est ouverte. Sachant que, par exemple, pour l'offre, on parlait de sport féminin et j'y tiens beaucoup. Pourquoi? Parce que j'ai des filles et je sais à quel point c'est important ceci. Nous avons fait des vestiaires spécifiques hommes-femmes pour accéder sur la partie nordique. Le bassin nordique est ouvert quasiment toute l'année pour le public. Et aussi, on a un espace bien-être. Et nous avons dans notre tarification un tarif duo qui permet d'aller soit à la salle fitness, si je suis indisposé, soit au bassin, si je me suis fait mal en salle fitness, par exemple. Donc, une pratique de proximité pour permettre de toujours pratiquer, quoi qu'en soit mon état de santé ou mon état psychique. C'est important. Et il y a aussi l'espace bien-être quand on a vraiment besoin de se détendre et de se ressourcer. Par exemple, quand j'emmène mes enfants aux écoles de natation, l'espace bien-être est accessible, tout simplement, au plus grand nombre, avec une tarification sociale importante depuis 2022. Alors, bon, les On va chasseurs. essayer d'avancer un petit peu, Stéphane. Voilà. Alors, les travaux d'agrandissement, donc, par exemple, sur le bassin nordique, mon président s'est posé une question, il me dit, mais on isole les parois, le fond du bassin nordique qui est minoritaire. Le bureau d'études dit non, il n'y a pas besoin. Bah, si, il y a besoin. C'est 10% de la consommation d'un bassin. Bah, aujourd'hui, ça nous permet de chauffer. Tout ça pour vous dire que on arrive aujourd'hui à chauffer l'extension. Donc, on est passé de à peu près 1000 mètres cubes à 1500 mètres cubes d'eau, pratiquement de 625 mètres carrés de bassin à 1200 mètres carrés de bassin, avec la même chaudière et en consommant toujours moins d'1 million d'électricité par an de kilowatts. On était à 1 250 000 en 2012. Donc, il est possible de trouver des solutions. Par exemple, nous avons pu faire isoler l'ensemble de nos tuyaux
grâce au certificat d'économie d'énergie, la collectivité n'a rien dépensé. Cette économie-là, c'est une petite société qui nous fait ça au niveau national, hein, ça s'appelle réduction de charges. J'en parle parce qu'ils ont bien travaillé. Et résultat, 0,2 degrés par an, par bassin, mais c'est sur 1500 mètres cubes d'eau et c'est 8800 heures par an. Je vous laisse faire le calcul, c'est gigantesque. Donc, c'est des petites briques d'économie sur l'ensemble de l'équipement et que nous avons aussi, bien sûr, dynamisé en augmentant les ressources, en réaménageant les horaires d'ouverture, l'offre, hein, et en demandant aussi, pour mettre en valeur tout ce travail, le label Piscine de demain. Le label Piscine de demain, la piscine de la Contrée a reçu 3 étoiles, 180 critères d'évaluer en côté économique, sociologique, efficience, évolution de la piscine dans le monde de demain. Et donc, cette piscine-là, c'était la première en France. Aujourd'hui, la piscine de Fougères a eu 4 étoiles. Il y a une quinzaine de collectivités qui sont sur ce label. C'est très important pour que les gens se disent, ah, dans cette piscine, ils font des efforts. Parce que ce n'était pas l'image des piscines au départ. Et croyez-moi, il y a un long travail à faire depuis 40 ans. On fait un travail remarquable et tous mes collègues partout en France le font. Je ne suis pas le seul, heureusement. Et l'avenir, vous allez me dire, il faut se dire ce que c'est qu'une piscine. C'est avant tout, il faut le répéter, c'est un lieu collectif. Il appartient à tous. C'est le lieu intergénérationnel où on trouve toutes les populations qui viennent, riches, pauvres, hors classe sociale, on s'en fout. On est en maillot de bain tous ensemble et c'est essentiel pour justement, dans notre monde, se rafraîchir, mais aussi pratiquer pour beaucoup de gens qui sont malades, qui ont des maladies complexes. C'est souvent un lieu de ressources pour diminuer ces traitements. Donc, c'est un lieu de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité. Aujourd'hui, c'est une réalité et c'est un tiers-lieu, comme on en parle beaucoup maintenant. C'est avant tout une pratique. Alors, le sport, il faut vraiment le considérer aujourd'hui comme une pratique culturelle de santé. Je pense qu'aujourd'hui, après toutes les crises qu'on a eues, il faut aussi parler du sport dans le cadre du temps de travail, parce que la santé des gens va devenir catastrophique. J'entendais un oncologue parler récemment et qui disait qu'il était impressionné par la pression psychique supportée par les jeunes générations, par le numérique actuellement et sur les conditions de travail par rapport à son époque. Vous voyez qu'on a encore beaucoup de stress, beaucoup trop de stress dans nos activités professionnelles. Il faut apporter le sport au plus près. Donc, ça veut dire dans un rayon d'1 kilomètre, 2 kilomètres, 3 kilomètres, mais pas à 20 kilomètres ou 10 kilomètres, comme on peut se situer parfois comme piscine, grands éléments structurants de nos territoires. Donc, il faudra peut-être qu'il y ait des piscines plus proches. Et puis, il y aura aussi une diminution des ressources, donc de l'autoconsommation, nos toitures en solaire. Mais j'ai vu un collègue qui prévoit d'utiliser de l'eau de pluie aussi sur ces toitures, le vent, la gazéification de biomasse, la cogénération, les assistances numériques à la surveillance pour sécuriser et améliorer le stress du personnel, par exemple. Il y a plein d'éléments pour apprendre à faire plus avec moins, et c'est un petit peu ce qu'on va faire, ce qu'on a fait nous il y a 10 ans. On avait, à titre d'exemplarité, parce que ça a bien marché, avec les élus, il y a eu il y a eu un bon fonctionnement. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un fonctionnement parce que toutes les piscines sont en train de basculer dans un nouveau monde et elles écrivent une nouvelle histoire de la piscine. Et ça, c'est plutôt positif. Et ça, c'est vraiment dynamique. Donc, les choix techniques de départ seront toujours très importants parce qu'ils sont évolutifs. On parle aussi de production de chlore in situ, mais demain, il n'y aura plus de chlore dans les piscines, dans 10-15 ans peut-être. Donc, on va peut-être trouver d'autres solutions. On parle de pyrogazéification de la biomasse parce qu'aujourd'hui, les cheminées des piscines chauffées au bois font des microparticules et ça posera un problème à terme. Et puis, il y a voilà, des cercles vertueux à mettre en place. Ça permet de fonctionner. C'est un peu une exception chez nous parce que ça a fonctionné un peu avant. Je sais qu'il y a plein de mes collègues qui sont sur le sujet, au taquet, et je leur remercie parce que maintenant, je me dis, ça y est, les choses sont lancées. Et moi, j'invite tous à travailler collectivement avec l'ensemble des équipes, des intelligences collectives qui nous permettent, avec les élus, les agents, de trouver des solutions avec nos équipements de territoire, parce que c'est bien beau de construire de nouveaux équipements, mais je vous signale quand même qu'il y en a encore 3500, 4000 en France, qui plutôt d'être rasés parce que obsolètes, peuvent être remis au goût du jour.
s'ils sont évolutifs et si on comprenne bien qu'on investit tous les ans et tout le temps dans nos équipements pour qu'ils puissent suivre le monde tel qu'il évolue, et il évolue très vite actuellement. Voilà. Je vous remercie Merci de votre beaucoup, Stéphane Châtenay, pour cette présentation. C'est technique, mais c'est très concret et je suis sûre que ça parlera à beaucoup des personnes qui nous suivent. Juste pour bien comprendre ce que vous nous avez expliqué, est-ce que vous pouvez nous dire comment tous ces travaux d'optimisation successifs ont été financés? Vous avez évoqué un CEE, mais concrètement, comment vous avez réinjecté peut-être ce que vous arriviez à dégager comme marge grâce aux Voilà. économies pour réinvestir dans les améliorations suivantes. Enfin voilà, expliquez-nous concrètement comment vous Ben, avez financé tout ça. c'est un syndicat à vocation unique qui gère et qui exploite la piscine, donc en régie. Donc, il n'a pas de ressources propres. Il a les ressources de ce que lui donnent les communes, un montant fixe. Voilà. Donc, il a fallu trouver de l'intelligence pour gratter. Et les premiers euros grattés, c'est sur la quantité d'eau chauffée et qui était perdue. Donc, ça représentait peut-être 7 000 euros. Ça a été réinjecté dans le budget de l'année suivante pour faire autre chose. Et puis l'année suivante, on a pratiquement pu avoir du sable de verre parce qu'il fallait le faire. Donc on a trouvé des solutions aussi. Et c'est une dynamique, hein, petit à petit, ça se fait pas en un jour. C'est tout ce qu'on a pu trouver comme briques d'économie, des petits éléments au départ qui vont construire un gros mur. Et puis après, ben, sur le mur, on va pouvoir construire autre chose et poser quelque chose qui correspond à un socle et qui va être un bâtiment complet derrière. Donc, je parle souvent de briques de solutions, pas de. Par exemple, on me parle de mono-production énergétique, mais je trouve ça absolument fou qu'on puisse encore avoir ça dans des équipements. Il faut plein de ressources, du panneau solaire, du photovoltaïque, voilà, du solaire, du bois, de la biomasse, mais peut-être aussi de la gazéification pour de la cogénération, des réseaux de chaleur, enfin, plusieurs solutions pour pouvoir toujours ouvrir. Quand on perd, par exemple, techniquement, on a sécurisé, ben, pas plus tard qu'hier, tout est tombé en panne, l'automate a grillé, on a un système de dégradé de l'équipement, on met tout à l'ancienne. Bon, ça consomme, mais par contre, on reste ouvert. Et du coup, on continue le service public. Donc, la continuité de service public aussi était un élément important et motivant. Donc, par petits morceaux, puis de plus en plus. Tout simplement, c'est une démarche essentielle aujourd'hui pour les piscines parce qu'on n'aura pas de ressources tellement on est impacté par le coût de l'électricité. Hein, pour 100 000 euros en 2021, pour notre moins d'un million de kilowatts, aujourd'hui, on est à pratiquement 300 000 euros. Et encore parce qu'on a encore amélioré le système pour économiser. Mais je ne En tout dirai cas, pas tout. merci Ils ont beaucoup, des tests pour Stéphane. l'air. On voit qu'on peut faire des piscines autre chose que juste des centres de coûts. Il est l'heure de conclure puisqu'il est déjà 10h37. Et donc, je vais passer la parole à Jérémy Almosny, donc, qui est directeur ville et territoire durable à l'ADEME, qui va donc réagir à tout ce qu'on s'est dit ce matin et peut-être essayer de mettre en regard tout ce qui a été partagé au cours de la matinée avec les Jeux Olympiques et en particulier la question de l'héritage bio. Voilà, Jérémy, si vous êtes bien avec nous, oui, c'est ça, je vous Très bien. laisse la parole. Enfin, je me jette dans l'eau hein, pour faire la transition avec la précédente présentation. Déjà, je voulais remercier la qualité des différentes interventions qui nous permettent d'avoir à la fois des éléments de constat sur la base des éléments portés par Amandine et puis des solutions très concrètes portées par les acteurs du territoire. Alors, je suis pas tout à fait encore directeur ville et territoire durable, je suis encore directeur régional de l'ADEME Île-de-France, mais je suis en transition, voilà. Donc, c'est bien, je pourrais évoquer ces deux aspects. Alors, comme l'a clairement dit Amandine dans ses propos liminaires, on a à l'ADEME, on s'est investi depuis plusieurs années sur le sujet du sport avec une série d'actions aux côtés des fédérations sportives, des acteurs du sport, avec quelques actions concrètes. À titre d'illustration, on a bâti des projets comme la charte des 15 engagements éco-responsables des organisateurs d'événements sportifs ou encore la marque d'excellence, un Fair Play for Planet, qui permet de conjuguer d'une certaine façon les enjeux de l'excellence sportive et les enjeux de l'excellence environnementale. Donc, c'est des projets à dimension nationale. Et puis, nous avons aussi des initiatives plus locales, plus régionales. Donc, forcément, là,
je reprends ma casquette francilien, où on a, avec le comité francilien de l'économie circulaire, bâti un guide économie circulaire et sport, s'entraîner aux pratiques de l'économie circulaire, qui permet là aussi, sur la base d'expériences inspirantes franciliennes, une dizaine, de donner des conseils tant sur les enjeux d'aménagement, sur les enjeux d'équipement ou encore sur les questions de réception d'événements sportifs. Alors, je pense que j'enfonce une porte ouverte, mais c'est important de le rappeler. Pour nous, c'est extrêmement important de mettre en place ce type d'initiative, qu'elle soit nationale ou locale, pour sensibiliser et mobiliser les sportifs et les sportives, mais aussi les clubs et ceux qui accueillent ces grands événements territoriaux ou nationaux. Et donc, devant l'ampleur que l'on connaît tous globalement de l'accélération du changement climatique, nous avons fait le choix d'aller au-delà de ces expériences plutôt d'accompagnement au changement de comportement en offrant certains outils, certaines solutions plus pratico-pratiques d'adaptation pour les pratiques sportives, à la fois pour les sportifs et les clubs sportifs, ou encore des solutions d'adaptation à destination des constructeurs et gestionnaires d'équipements sportifs pour pouvoir intégrer ces enjeux d'adaptation au changement climatique. Et puis, il y a également un enjeu, on a cet enjeu d'évaluation finalement de l'impact de son événement, et pour le coup, dans la continuité de ce qu'on a fait dans le cadre de la COP 21 à Paris, nous avons travaillé sur un outil permettant d'évaluer l'impact des grands événements, dont les événements sportifs, qui sont aussi des outils d'aide à la décision utiles et nécessaires pour les acteurs que je viens de citer préalablement. Alors, au-delà de ces outils, nous semble important nous-mêmes, au sein de l'ADEME, de bâtir des éléments de doctrine, des éléments d'avis un peu plus consolidés. C'est pour ça qu'on a capitalisé, et on capitalise en ce moment, une série d'informations scientifiques et techniques pour constituer un avis ADEME. Alors, l'avis ADEME, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce type d'exercice, c'est des avis qui ont pour vocation essentiellement de nourrir l'expertise et la connaissance collective, mais aussi structurer l'aide à la décision des décideurs publics et privés et orienter leurs choix à venir sur les sujets du sport. Et donc, en complément de cet avis, on envisage également de bâtir un guide d'aide à la décision. Et donc, ces deux documents cadres sortiront au printemps 2024, et on sera ravis de saisir la tribune de cadre de ville ou d'autres tribunes qui nous seront proposées pour vous présenter les contenus de ces documents essentiels qui traiteront la question des bâtiments, des mobilités, des matériaux, ou encore tout ce qui concerne les enjeux d'inclusion et les enjeux sociaux que comportent les sujets du sport. Et puis plus concrètement sur mon expérience francilienne, je vais vous parler forcément de l'action de l'ADEME dans le cadre de l'accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Donc on a fait un choix au sein de l'ADEME en Ile-de-France de nous positionner davantage sur les enjeux d'héritage de cet événement. Et pour le coup, nous avons soutenu et financé plus de 17 projets sur les 3 dernières années pour un montant de 54 millions d'euros. Alors il est vrai que derrière ce montant important, c'est beaucoup d'investissements, beaucoup de CAPEX sur le soutien au développement des énergies renouvelables. On a cité de très bon exemple breton de récupération de chaleur fatale, de soutien aux énergies renouvelables. On a soutenu, pour le coup, un beau projet à Aubervilliers de la piscine de Marville, ou encore le récent centre aquatique sur la plaine Saint-Denis qui va récupérer certainement de la chaleur fatale de data center. Et ça, c'est des initiatives qu'on a pu porter. Et puis des initiatives également sur l'alimentation et les biodéchets, comme ce que l'on a fait sur la halle de la Villette, et des actions sur la mobilité. Et donc, je voulais vous donner vraiment cet enjeu d'héritage, c'est-à-dire parce qu'on a une infrastructure nouvelle qui apparaît pour accueillir un événement, comment finalement il joue le rôle de catalyseur pour changer et transformer le territoire durablement pour ceux qui y habitent, les occupants. Et donc, deux exemples, le village des athlètes, celui qui va être quand même le centre névralgique des flux des sportifs tout au long de cette compétition. On a, pour le coup, financé pour plus de 2,2 millions le raccordement à une géothermie de surface sur sonde pour alimenter les villages olympiques, et on a profité avec le syndicat d'énergie de raccorder le quartier voisin, le quartier Pleyel, pour alimenter de cette géothermie 6 000 logements. Donc on voit bien l'effet plutôt positif, l'externalité positive qu'a eu ce village olympique pour les occupants de ces habitations. Et de la même manière, sur la question de la mobilité, on a identifié avec Paris 2024 la typologie des visiteurs pour le cadre des Jeux Olympiques, et on a un tiers de franciliens, un tiers de Français et un tiers d'étrangers, et on a fait le choix pour le tiers de franciliens de mettre en place dans les zones de célébration, c'est 60 collectivités en Ile-de-France, des événements structurants pour aider aux mobilités actives, à la fois travailler sur le savoir rouler,
expérimenter, mettre en place des challenges, et on est certain que par ces événements, on aura la possibilité vraiment de provoquer des changements de comportement, et on a l'intime conviction que les JOP, sans rentrer dans la polémique de son impact, etc., on l'espère, aura vraiment un rôle de locomotive pour permettre des transformations nécessaires pour le territoire, tant sur les infrastructures, mais aussi sur les comportements des Franciliens. Voilà, donc en tout cas, au plaisir d'échanger au printemps sur nos nouvelles productions, et puis encore un immense merci pour cette invitation, et encore un bravo pour les interventions inspirantes et d'une certaine manière réjouissantes et rassurantes pour l'avenir. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jérémy Almosny. Alors, on restera effectivement à l'affût de la publication de cet avis de l'ADEME au printemps prochain. À mon tour, je remercie effectivement tous les intervenants et les intervenantes pour leurs exposés inspirants et leur retour d'expérience tout au long de la matinée. Merci aussi à celles et ceux qui nous ont suivis en ligne. Vous étiez plus de 350 à vous être inscrits à ce webinaire. Sachez que le replay sera disponible dès ce midi si vous souhaitez le revoir, le partager autour de vous, et où on vous enverra également les slides des présentations de nos intervenants dans le courant de la journée. Et on vous donne rendez-vous dès 2024 pour de nouveaux webinaires en partenariat avec Cadre de Ville et l'ADEME. Et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci beaucoup.